Salut tout le monde, je m'appelle Marc. Je vous avais promis de vous initier à la création d'applications graphiques avec R. Mais là, c'est un peu compliqué avec toute la logistique et tout ce qui entoure les formations en ligne, etc. Et puis aussi, je dois dire que j'étais vraiment malade et je suis encore convalescent, mais il y a du mieux. Donc, j'ai décidé de procéder de faire une vidéo pour poser d'abord les bases avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas véritablement concevoir une application, mais je vais juste poser les bases comme je vous l'ai dit. Voilà, donc sans plus tarder, on va, on va créer une petite application. Pas une application, mais je vais vous montrer un peu comment une application fonctionne. Donc, pour ce faire, pour créer une application dans R, on vient dans File, on choisit New File, ensuite on cherche, on prend en sélection le Shiny Web App, qui est le framework qui permet de créer l'application web graphique. Donc là, je renseigne le nom de l'application, je mets test mark, le nom du dossier de l'application, je mets test mark. Ensuite, là, il y a deux options. Cette option me permet d'avoir un seul fichier pour tout le programme qui va constituer l'application, ou encore deux fichiers qui va constituer le programme aussi qui pourront constituer l'application. Mais là, ça veut dire que la partie serveur et la partie utilisateur sont séparées. Par contre, là, les deux parties sont dans un seul et même fichier. Donc, moi, je travaille avec le même fichier pour qu'on ait les deux parties dans le même fichier. Donc, moi, je laisse la première option cocher comme ça. Et je navigue dans le système dans mon système de fichiers pour choisir l'emplacement et du le répertoire où va aller se, le répertoire où va se loger l'application. Donc, moi, je laisse dans le répertoire document, qui est mon répertoire par défaut. Donc, je clique sur Open et je viens là, et je clique sur Create pour créer l'application. Donc, voici le bonjour de Yellow, de framework, de la création d'applications graphiques avec R. Tous les logiciels, tous les outils de création d'applications ont tous les mots de bienvenue. Donc ici, voici pour R. Donc je vais exécuter pour vous voyez déjà que cette fonction marche par défaut, elle marche par défaut, elle est implémentée déjà. Donc je l'exécute et puis j'attends qu'elle s'affiche pour revenir dessus et puis on va créer une nouvelle application en allant pas à pas. Donc je le rappelle, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment créer une application, mais nous allons poser les bases pour pouvoir comprendre. Parce qu'il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'une application fonctionne avant de pouvoir créer une application. Si on ne comprend pas, bon, c'est difficile de pouvoir en créer. Donc j'ai cliqué sur le bouton et l'application s'exécute de mon navigateur. Aussi un rappel, on dit une application web graphique. Donc ça veut dire que c'est une application qui s'exécute dans un navigateur. Voilà, ça ne prend pas le web graphique, donc on parle, c'est l'application qui existe dans le navigateur. Voilà pourquoi son nom est bien précisé web graphique. D'accord. Voilà, mais pour des questions de test, lorsqu'on travaille avec R et qu'on conçoit l'application, on peut ne pas forcément appliquer, on ne peut pas afficher l'application dans le navigateur. Voilà, on peut ne pas afficher, mais moi je préfère l'afficher pour plus de commodité. Sinon, on peut l'afficher dans l'explorateur de RStudio. D'accord. Donc là, voici ce qu'on a comme application minimaliste. Ici, on a un histogramme. Et là, on a un curseur. On l'appelle slider. Donc, quand je clique sur le curseur, quand je glisse le curseur sur le nom de classe, on voit que là, on a 36 classes. On voit que là, on a 36 classes. Si on compte bien, on a 36 classes là. Donc, si je glisse dessus, que je diminue, voilà, on a 14 classes. Ici dessus, si je viens là, on a 7 classes. On peut compter une classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes, 6 classes, 6 classes. Donc là, voici une application de minimaliste qui réagit en fonction de en fonction de ce que nous faisons avec le curseur. Voilà, il réagit instantanément. Donc voici une aperçu de l'application minimaliste qu'on peut créer rapidement avec R. Donc c'est pas ça le but de notre sujet. Donc on va fermer ça et puis on va s'intéresser au fondement de la création d'application. Donc je vais effacer un certain nombre de choses dont on n'a pas besoin. Donc j'efface tout ce qui est en haut section de commentaires, donc c'est pas nécessaire. Je le fasse ensuite
j'efface aussi certains éléments ici qui se trouvent dans l'application. J'efface, même pas tout parce qu'il y a des extensions. Voilà, j'efface ça. Et puis ensuite aussi j'efface tout ce qui est là. Voilà. Donc là, je laisse seulement deux choses que vous voyez la différence. Ok. Maintenant, regardons ce qui se passe si j'exécute l'application à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Je l'exécute. Voyons voir la réaction. L'application va démarrer encore. Mais cette fois-ci, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a des erreurs. Voilà, il y a des erreurs dans l'application, c'est normal parce que l'application est vide. Ok. Donc, vous devez savoir qu'une application graphique, on entend bien graphique dedans. Donc, on parle de graphique, on parle de visuel. Donc, l'application graphique est juste une interface sur laquelle on voit des boutons. Par exemple, ici, on voit le bouton View, Code, Edit, File, etc. Et lorsque nous cliquons sur un bouton, par exemple, si je clique sur le bouton Session, on a un menu déroulant qui s'affiche. D'accord? Donc là, ça c'est en quelque sorte qu'on peut considérer l'espace là, on peut considérer là même RStudio c'est une interface graphique. Voilà, parce qu'il y a des boutons dessus. Et du coup, on clique dessus, on a une action qui se passe. Donc voici en quelque sorte comment se prend une application graphique de façon banale. Donc c'est la même chose que nous allons reproduire. Mais donc, vous devez savoir qu'une application graphique est composée de deux parties. La partie visible, la partie qu'on voit. Ici, tout ce qu'on voit, les boutons, etc. Ça on appelle l'interface utilisateur, qui en anglais est abrégé UI, qui veut dire User Interface. Donc ça, c'est cette partie-là, bien visible qu'on voit. Maintenant, il y a une autre partie qu'on appelle la partie serveur, la partie qu'on ne voit pas. La partie cachée, on ne voit pas. C'est-à-dire que quand je clique sur un bouton, il y a une action qui se passe. Par exemple, le bouton File, quand je clique dessus, permet d'afficher un menu déroulant. Donc l'action qui permet d'exécuter l'affichage du menu déroulant est un code en arrière-plan qu'on ne voit pas, mais qui se trouve dans la partie serveur. Donc la seule partie qui est visible, c'est la partie utilisateur. Donc tout ce qui est visible sur notre interface graphique que nous devons renseigner, c'est dans cette partie utilisateur que nous allons renseigner. Et tout ce qui est code qui doit exécuter la tâche que nous voulons, c'est dans la partie serveur. Maintenant, on fait l'analogie entre un restaurant. UI ou User Interface, trop souvent on appelle la partie, ou on appelle client. D'accord? On appelle client. Et puis la partie de code, on met le code, on appelle la partie serveur. Donc, je suppose que si on tient un restaurant, ou bien on va dans un restaurant, nous sommes clients. Donc, quand généralement le client il veut, lui il demande à exécuter certaines tâches. Ça dit quoi? Il vient, il voit par exemple le menu, il regarde, il dit bon, je veux tel repas. Et puis, le, le, le serveur se charge de quoi? De lui fournir le repas. Mais le client n'accède pas à la cuisine pour voir comment est-ce que le serveur fait comment est-ce que le serveur fait sa recette, fait toute sa cuisine pour lui sortir le repas. Donc le client il vient, il demande un service, et puis le serveur en arrière-plan va lui concocter le menu, il va lui livrer. Donc voici un peu l'analogie entre serveur et client. Donc tout ce qui est client est visible. Voilà, quand on vient, on voit bien le menu, on voit bien le repas, on voit bien. Mais comment est-ce que le repas est cuisiné, ça, on ne voit pas. On ne va pas à la cuisine pour voir comment est-ce que le serveur prépare. D'accord? Le serveur, tout ce qu'il fait, il s'essaie de prendre notre commande et l'envoyer on va dire, au cuisinier qui va concocter le repas et nous le fournir. Voilà en quelque sorte l'analogie. Donc, ceci étant, on va mettre, on va avancer. Donc là, on va se servir d'une structure de données qui nous donne l'apparence d'un tableau de bord qui est composé de trois grandes parties. Sur l'interface graphique, on aura une barre latérale, on aura un espace dédié au titre, et puis on aura un menu principal ou bien encore un espace principal là où on peut afficher des graphiques ou des tableaux, on peut afficher des éléments plus grands. Voilà. Donc, nous n'allons pas utiliser Shiny. Shiny, c'est le framework original. Nous allons utiliser le framework qui était basé sur Shiny, tel que Shiny Dashboard. Donc, nous allons charger cette librairie. Shiny Dashboard. Dashboard, ok. Et puis encore, nous allons prendre trois librairies qui vont me permettre de pouvoir créer des tables interactives. Librairie. On va mettre DT, qui signifie Data Table. Ok. Donc, on va discuter toutes ces librairies là.
Donc là maintenant dans la partie serveur, je vais écrire. Vous devez savoir qu'une application web, c'est simplement des pages web. Donc une application tient une page web ou plusieurs pages web. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction dashboard page, une page simplement. Donc dashboard page. Donc nous utilisons dashboard page. Ensuite dashboard ID, qui nous permet de pouvoir donner le titre. Ensuite dashboard ci-bas. Ensuite nous allons prendre un dernier par exemple. Dashboard, on va prendre dashboard board. Là c'est pour le menu principal, le corps. Voilà, dashboard board. On va le prendre. Et puis là, il va corriger une erreur. Là, je veux si débat n'est pas, le S n'est pas en minuscule, en majuscule plutôt. Donc voici les trois éléments qui constituent ici, les trois grandes parties dont je vous ai parlé. Le dashboard ID qui nous permettra de donner, qui est l'espace réservé au titre. Dashboard CDBA qui est l'espace réservé à la barre latérale. Et puis dashboard body qui est l'espace principal, là où on pourra afficher les éléments en grand, c'est-à-dire les tableaux ou encore les graphiques. D'accord. Donc voici une impression minimaliste. On a ça. Voyons voir, exécutons pour voir ce qu'il a, pour voir ce qu'il nous dira. On dit quoi, code note frame fonction dashboard CDBA. Ok, il dit qu'il ne connaît pas ça. Donc peut-être qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc je vais l'effacer pour le réécrire. Je vais sélectionner directement ici. D'accord. On exécute à nouveau pour voir. Très bien. Donc voici là, on a quoi? Je vous ai dit les trois parties. Ici la partie en bleu ciel, ça c'est la partie pour réserver généralement pour les titres, c'est là qu'on peut mettre les titres. Et la partie à gauche ici en bleu nuit, ça c'est la barre latérale. Et puis l'espace ici en gris, ça c'est l'espace principal, c'est là qu'on peut afficher facilement les graphiques et puis les tableaux, etc. Maintenant ici une petite précision, là lorsque je clique sur ça par exemple, la barre latérale se retracte et quand je clique dessus, voilà, elle ressort et se rétracte, elle ressort. Voilà. Donc nous avons qu'une impression minimaliste ici. Nous n'avons rien mis dans notre application, c'est pourquoi on n'a rien sur l'interface graphique. Vous avez vu que tout est vide ici dans Dashboard Page. J'ai mis simplement Dashboard ID, j'ai remis à l'intérieur, alors que bien sûr, vous voyez que à l'intérieur de Dashboard ID, on a title, on a des paramètres qu'il faut renseigner pour pouvoir mettre le titre. Et puis dans la partie ci-débat aussi, dans la barre latérale, on a aussi des paramètres aussi qu'il faut renseigner afin de pouvoir voir des éléments s'afficher. Et puis là aussi, on a dans le dashboard body qui constitue l'espace principal, là aussi il y a des paramètres à rentrer. D'accord. Mais parce qu'on n'a rien mis, c'est pourquoi on n'a pas d'éléments sur l'interface graphique. D'accord. Donc voici ces trois grandes parties. Donc ça dépendra de là où nous voulons afficher
on veut voir notre input ou notre output. Je rappelle, un input, c'est simplement un widget, c'est simplement, on va dire, ça peut être un bouton. Voilà, généralement, ce sont des boutons qui sont sur l'interface graphique, sur lesquels on peut cliquer, on peut faire des actions. C'est ce qu'on appelle input. Donc, input, c'est simplement ce qu'on voit lorsqu'une application démarre. Tout ce qu'on voit au démarrage d'une application constitue automatiquement des inputs. Maintenant, ce qui ressort après avoir démarré une application, c'est-à-dire que si on a, par exemple, on ouvre l'application, on n'a aucun tableau dans l'application, n'est-ce pas? Vu qu'on importe un fichier, Excel par exemple, ou l'afficher dans l'application qu'on a créée, alors le fait que le fichier s'affiche là, qui n'était pas là au départ, alors on parle output, qui constitue sortie. D'accord? Donc, voici en quelque sorte les différences que vous devez savoir. Donc, dans l'interface utilisateur, on a des inputs, on a des outputs. Maintenant, les inputs, c'est là qu'on les écrit, tout comme les outputs, mais le code qu'il faut pour démarrer l'application, c'est là c'est dans la partie serveur qu'on écrit. D'accord? Donc, on va laisser ID bon, dashboard ID. On va peut-être mettre titre. On va mettre ma première application en griffe. Ma première application, par exemple. Ensuite, je laisse ça comme ça. Je viens dans le sidebar. Et dans le sidebar, dans la barre latérale, je veux par exemple, qu'il y ait un bouton, par exemple, qu'on appelle File Input, un bouton. File Input, c'est simplement un bouton, un input qui permet d'ouvrir notre navigateur de fichiers. Donc, si je commence à écrire File Input, voilà, File Input que je clique sur Entrée. Donc, on voit que dans File Input, on a des paramètres qu'il faut renseigner pour pouvoir sélectionner pour pouvoir afficher le nom du bouton, l'identifiant. Et vous devez savoir que tous les inputs doivent avoir des identifiants différents. C'est comme ça qu'on peut les identifier pour les appeler. Parce que j'ai oublié de vous dire que dans la partie utilisateur comme la partie serveur, les deux parties ne communiquent pas. Les deux parties sont distinctes. Donc là, on a UI, là, on a serveur. Les deux parties ne communiquent pas. Donc, pour ce faire, si on a des éléments qui se trouvent dans la partie utilisateur, qu'on souhaiterait agir dessus, c'est-à-dire exécuter une tâche bien spécifique, alors on va devoir les appeler dans la partie serveur. Mais pour les appeler, on se sert de ce qu'on appelle identifiant. Donc, c'est avec les identifiants qu'on les appelle et chaque identifiant doit être unique pour ne pas qu'il y ait confusion. D'accord? Donc, ici, j'ai décidé de mettre un file input. Un file input, c'est un widget qui permet d'ouvrir le navigateur, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on remarque que dans le file input, on a ici par exemple input ID qui est ici l'identifiant de l'input. C'est-à-dire que du widget que je pouvais afficher sur l'interface, sur mon application graphique. D'accord? Donc, on va lui donner un nom, on va lui donner une identifiant. On va l'appeler comment? On va l'appeler, donc on va l'appeler peut-être par exemple, on peut l'appeler comment là? Importateur. Ou simplement, bon, je sais même pas comment l'appeler. On va l'appeler simplement bouton d'abord pour voir. Non, ce bouton c'est pas trop intéressant. On va appeler navigue. Navigue comme ça. Ça c'est le nom, ça c'est l'identifiant. Ensuite, on va lui donner un nom qui va apparaître sur notre application. Donc le nom, ou bien le nom, pas le label. Label exemple pour moi. Donc on donne un nom. On va l'appeler par exemple importer. Oh, je vais le mettre en griffe. Importer comme ça. Ensuite, il y a encore d'autres paramètres. On va voir les paramètres. Il y a le nom, c'est-à-dire que, comment on dit, le message qui affiche lorsqu'on n'a pas encore importé un fichier, on peut l'appeler placeholder. Voilà, c'est le paramètre placeholder.
Donc on va mentionner ça, on va mettre nouveau, on va à la ligne, on va écrire, je peux lui donner un nom par exemple, placeholder, placeholder, je lui donne par exemple chargé, et bien aucun fichier, donc aucun fichier, voilà, donc je pense que c'est suffisant, voilà, c'est suffisant, on a mis le fichier, on a mis ce input dans la partie CDBA, c'est-à-dire la barre latérale, et jusque là dans le corps complet, c'est-à-dire dans la partie dashboard body, on n'a encore rien mis. Et on va relancer notre application pour voir ce qui s'affiche. Rappelez-vous qu'il là aussi dans le dashboard ID, je vous l'ai dit, c'est l'espace réservé au titre. Là, on a mis ma première application. Et puis aussi dans le dashboard ci-débat, la partie bas latérale, on a simplement mis un file input qui est un bouton simplement qui permet d'ouvrir notre navigateur et le fichier. Donc l'identifiant, je l'ai appelé navi. Voilà, je vais faire en sorte que vous compreniez mieux. Donc je vais mettre id input 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 id, voilà. Donc seulement voilà, donc ça c'est l'identifiant. Après il appelle navi, c'est à dire que c'est lui qui, si je veux l'utiliser dans la partie utilisateur, la partie serveur, pardon, là où on met la commande, c'est celui-là que je vais plutôt utiliser. Et le label, c'est le nom qui va afficher sur le bouton qui se trouvera sur notre interface graphique. Et puis le placeholder, ce sera l'information qui sera affichée lorsqu'on n'a pas encore chargé un fichier, lorsqu'on n'a pas encore importé un fichier. Donc là, on va s'arrêter d'abord ici. Je vais essayer maintenant de cliquer sur le bouton, voir ce que ça va me donner. Comme application minimaliste. Oula, on dit quoi erreur, ma première application, esthétique, là j'ai vu, Kachani Kontai. C'est quoi l'erreur euh, Voilà, sanitaire, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici dans la virgule là, dans la virgule là, file input, tout est. La relation pour voir encore si ça génère une erreur, c'est que sûrement c'est dû à l'espace entre environnement de, je ne suis pas sûr vraiment, mais c'est parce que je n'ai pas nommé en fait, je n'ai pas nommé l'argument en fait. Ah, donc ne peut pas se couper. On a seulement ma première application, on va arriver à ça. Donc voici le bouton qu'on a ajouté, c'est un file input. Voilà, donc là on a mis aucun fichier. Ça dit que tant que on n'a pas encore importé de fichier, voici l'information qui affiche aucun fichier. Et ce browser, et on a mis importé. Donc si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Si on clique dessus, l'application va nous ouvrir simplement mon navigateur. On va naviguer pour aller sélectionner notre fichier. Par exemple, on a le fichier Excel ici. Je peux cliquer dessus, prendre juste pour voir comment ça fait, comment ça marche. J'ai cliqué, vous voyez que quand j'ai cliqué, qu'est-ce qui se passe? J'ai importé le fichier, mais rien ne se passe. C'est normal. Parce que on a simplement importé le fichier, rien de plus. D'ailleurs, on a importé, mais on ne l'a pas lu. Voilà. Donc ça encore, faut que vous sachiez encore. Vous avez besoin encore d'une petite explication. Le file input se comporte un peu comme une fonction qu'on appelle par exemple file choose. Que je mette file choose par exemple. File choose qui est dans la une commande R de base. Donc moi j'aime utiliser cette commande pour pouvoir importer de façon itérative les fichiers. Donc quand j'ai valide, file choose me fait ça quoi là. Ok. Donc file choose aussi. File choose aussi aussi d'ouvrir le navigateur, le système de fichiers. Et je vais choisir le fichier de tout à l'heure. Je vais choisir le fichier tout à l'heure là. C'était, si je ne vais pas prendre un fichier banal, hein, un fichier Excel. Bon, peu importe. Juste ce petit exemple. Donc, si j'écris sur ça, ce fichier que j'écris sur ouvrir. Et donc, vous voyez qu'ici, tout ce que cette commande fait, cette commande seulement ne m'affiche que quoi?
l'emplacement et le nom, l'emplacement, le nom et l'extension du fichier. C'est tout. Donc c'est normal pour notre application. Lorsqu'on on clique sur le bouton File Input, ce bouton joue le même rôle que File Choose. Ce bouton ouvre simplement le navigateur de notre système de fichiers. On récupère l'emplacement, on récupère le nom du fichier lui-même, et puis on récupère l'extension. Ici, tout ce qui est là, je vais sélectionner pour vous, tout ce qui est là, tout ça, ça c'est l'emplacement du fichier que j'ai pris. Et puis, ce que je sélectionne au niveau ça, c'est le nom du fichier lui-même. Et puis ça, XLSX, ça c'est l'extension du fichier Excel. D'accord? Donc, c'est pareil pour notre application. Notre application ne fait rien, c'est pourquoi lorsqu'on clique sur le bouton que le navigateur s'ouvre, qu'on prend le fichier, il ne se passe rien. Parce que on a simplement pris l'emplacement, le nom et l'extension, mais pas lu le fichier. Vous voyez, vous avez vu ici même que dans R, quand j'ai fait cette même action, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'importation. Il n'y a eu que la récupération de l'emplacement du fichier, le nom et l'extension. Donc vous devez savoir qu'un fichier, quand on dit un fichier est constitué de 3 éléments. Un fichier est constitué de l'emplacement, c'est-à-dire que dans le répertoire dans lequel se trouve. Ici, par exemple, le fichier que j'ai pris, dbreorg, est situé sur le disque C, le répertoire user, qui lui-même contient le répertoire administrateur, qui lui-même contient le répertoire dossier. Et c'est dans ce répertoire que se trouve le fichier. Et maintenant, la dernière partie, ça c'est l'extension du fichier. Donc tout fichier accompagné de son extension. Donc un fichier caractérisé par son emplacement, son nom lui-même, et puis son extension. D'accord? Donc quand on travaille avec R et qu'on veut importer un fichier, lorsque le fichier se trouve déjà dans le répertoire courant de travail de R, alors il n'est pas nécessaire de mettre tout l'emplacement du fichier. Mais lorsque le fichier se trouve dans un autre répertoire autre que le répertoire de travail courant, alors nous sommes obligés de mettre tout l'emplacement, le chemin, soit le chemin relatif ou le chemin absolu de l'emplacement du fichier avant de pouvoir le lire correctement dans R. Et c'est pareil pour notre application. Donc ici, la commande ne fait que ouvrir le navigateur pour récupérer l'emplacement, le nom et l'extension, rien de plus. Donc du coup, vous voyez que même dans R, il n'y a rien qui s'est passé. Donc pour ce faire, par contre, on utilise ici une fonction d'importation, une fonction qu'on appelle import. C'est une fonction de lecture, hein. C'est comme read CSV, read XL, etc. Voilà, c'est une fonction qui permet de lire un fichier Excel, Stata, etc. Beaucoup. C'est pourquoi moi je préfère l'utiliser pour ne pas m'emmerder avec les lecteurs de fichiers Excel, les lecteurs de fichiers Stata, les lecteurs de fichiers SPS, etc. Donc la même commande me permet de récupérer n'importe quel type de fichier. Donc je prends la commande, je prends la fonction import, d'accord. Cette fonction me lit la fonction, ça va même le fichier. Et quand on regarde dans le paramètre de la fonction, on a file qui est le fichier à importer. Et je vous ai dit que un fichier est constitué de son emplacement, de son nom et de son extension. D'accord? Donc, à l'intérieur de cette commande, je mettrai plutôt file choose. Si je mets file choose, que maintenant, j'exécute, le navigateur s'ouvre. Donc, il y a deux choses qui vont se passer, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Ok, je reprends le même fichier, que vous voyez la différence. Donc, quand je clique sur ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez là que cette fois-ci, le fichier est lu dans R. C'est pareil pour notre application. Le fichier n'avait pas été lu. Simplement, c'est le nom, c'est l'emplacement, le nom et l'extension qui avait été récupéré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Vous avez vu que quand j'utilise la commande file choose, cette commande ouvre le navigateur, nous sélectionnons le fichier que nous voulons. Et quand on valide, on a simplement le chemin du fichier, son nom et son extension, rien de plus. Maintenant, vous devez savoir que lorsqu'on veut lire un fichier, on fournit à la fonction de lecture, on lui fournit le nom du fichier. C'est-à-dire quoi? L'emplacement, le nom et l'extension. Donc, c'est comme si à l'intérieur de la fonction de lecture import, la fonction file choose se trouve à l'intérieur. Cette fonction va fournir l'emplacement qui est ici.
cet emplacement on avait eu avec la commande simple au départ. Donc cette fonction va fournir cet emplacement, va fournir tout cet élément là à la fonction import finalement qui va maintenant lire le fichier à partir de son emplacement, de son nom et de son extension. Vous voyez? Donc là, c'est la combinaison des deux fonctions qui permet de lire. Sinon, il faut tout simplement récupérer uniquement l'emplacement du fichier, le nom et l'extension. Rien de plus, il ne lit pas. D'accord? Et la fonction import maintenant va lire maintenant le fichier. Pour lire un fichier, il faut le donner. Pour importer un fichier dans R, ou bien pour lire un fichier dans R, il faut le donner à la fonction de lecture, il faut le donner le nom du fichier. Et je vous dis qu'un fichier est constitué de 3 éléments. L'emplacement, son nom et son extension. Maintenant, lorsque le fichier se trouve déjà dans l'environnement, dans l'espace courant de R, alors on n'a pas besoin de mentionner son emplacement. On met juste son nom et son extension. Ça suffit pour pouvoir lire le fichier dans R. D'accord? Donc, c'est cette même analogie qui est faite avec notre application ici. Après avoir importé l'emplacement du fichier, on n'a pas demandé à l'application de lire. C'est pourquoi on n'a pas eu de tableau dans l'application. D'accord? Donc, vous devez faire cette part des choses entre les deux. D'accord? Si c'est clair maintenant, je pense qu'on peut avancer. On peut avancer maintenant. Maintenant, une chose que vous devez savoir, si nous devons lire un fichier qu'on importe, la fonction, l'input file input ouvre le navigateur, nous permet d'ouvrir le navigateur, sélectionner le fichier, récupérer son emplacement, son nom et son extension. Maintenant, si nous devons lire le fichier que ce bouton nous a permis de récupérer l'emplacement, le nom, etc. Alors nous devons utiliser une fonction à l'intérieur de notre commande qui va permettre de lire. Donc, on va utiliser la fonction import par exemple, la même fonction. Et cette fois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire qu'on va appeler ici le bouton en question. Parce que c'est le bouton, celui qui contient l'emplacement, le nom et l'extension. Donc, on va devoir l'appeler, mais par son identifiant qui est navigue. Et pour accéder à un input ou bien un output, si c'est un input, on va utiliser plutôt input puisqu'il y a plusieurs inputs. Donc, on utilisera input, bien évidemment. Et puis ensuite, ces inputs et ces outputs constituent des listes. Et pour accéder à des listes, à des éléments de listes, on va utiliser le symbole $. On va appeler l'identifiant qui est navigue. On va mettre navigue. Navigue. Ensuite, c'est pas fini. On a accédé à l'identifiant. Maintenant, on va devoir accéder à l'emplacement du fichier et son. Donc, du coup, là, on va mettre encore data path. Data path pour signifier le chemin. Data path comme ça. Data path. D'accord? C'est fait. C'est bon? Donc, voilà. Maintenant, vous devez savoir que de façon normale, lorsqu'on travaille dans R normal, quand on travaille avec R, les résultats sont affichés dans la partie console, c'est-à-dire que dans l'espace qui est en bas, sur le cadran en bas à gauche. C'est ici que s'affichent nos résultats. Mais là, puisque nous voulons créer une application graphique, ça ne sert à rien de créer une application, importer le fichier et puis la fonction, le fichier importé est lu et il n'est pas visible. Donc, pour pouvoir rediriger cette sortie, c'est pour pouvoir rediriger ce résultat-là dans notre application graphique, on va utiliser un rendu, le render. Et donc, s'il s'agit d'un tableau qu'on veut importer, alors là, on va utiliser simplement un rendu. Et pour ce faire, bien avant ça, on va afficher le tableau dans la partie principale. Donc, on vient dans Dashboard ici, on va créer d'abord une identifiant. Voilà, parce que le fichier, le tableau n'étant pas au départ dans l'application, l'interface graphique, puisqu'on l'importe, il vient d'ailleurs, il ne se dit pas, donc il n'y a pas un input, mais c'est plutôt un output. Donc on va lui réserver un espace. C'est bien vrai que nous sommes déjà dans la partie principale, mais pour pouvoir afficher le tableau plus tard, on va lui réserver un espace qui nous permettra de pouvoir afficher le tableau. D'accord? Donc ça dépend de ce qu'on veut afficher. Si c'est un tableau, alors on va lui réserver un espace qui pourra contenir un tableau. Si c'est un graphique, on va lui réserver un espace qui va contenir un graphique. Un exemple simple. Si on veut construire une piscine, par exemple,
on aura un espace bien, un espace spécial qu'on va réserver pour faire construire cette piscine. Mais si on veut construire un immeuble, on aura aussi un espace bien spécifique. Si on veut construire une villa, etc. Donc, ici, ça dépend de ce qu'on veut créer dans l'application. Donc là, on va dire pas input, mais output. On va utiliser ici dt output. Voilà. Lui aussi, il a bien identifié. Donc, on va l'appeler output ID. On va l'appeler tableau en griffe. Voilà. Et puis les autres paramètres, c'est la taille, c'est-à-dire la taille du tableau, etc., etc. Donc, pour le tableau, pour généralement les sorties, les outputs, on n'a pas vraiment besoin de mettre, d'étiqueter, c'est-à-dire de mettre le label, le nom qu'on veut dans le tableau, etc. Déjà, on va se contenter de ça. On va mettre seulement l'identifiant. Et puis, on va revenir maintenant dans la partie serveur. Donc, l'identifiant ici, dans le fait qu'on déclare ici DT output, ici, nous permet de réserver un espace dans notre application graphique qui va contenir un tableau. Si vous voulez, c'est un conteneur. C'est un conteneur pour l'instant qui est vide puisqu'on n'a pas encore importé le fichier. Mais dès qu'on va importer le fichier, le tableau va se trouver dans la partie principale. D'accord? Sans ça, si on ne déclare pas data output, eh bien on a réservé aucun espace. Donc du coup, le tableau ne va pas s'afficher, ça va générer des erreurs. Maintenant, une fois que c'est fait, on vient dans la partie serveur. Dans la partie serveur, ici là, on va envelopper la fonction de on va vérifier cette fonction. Le tableau va s'afficher où ça dans l'espace réservé qu'on appelle data output, dont l'identifiant est tableau. Et puisque c'est à cet espace qu'on veut accéder, alors on va accéder à son nom. Mais cette fois-ci, puisque c'est un output, on va utiliser output ID, output, $ pour accéder. Ensuite, on met le nom de l'identifiant, on met tableau. C'est bien tableau. Si vous mettez un autre nom, ça ne va pas marcher. Et là, on va assigner à l'espace là, c'est-à-dire dans cet espace-là, dans l'espace tableau-là, on va assigner la sortie, c'est-à-dire la lecture va plutôt se faire dans l'espace qu'on a réservé. D'accord? Mais là encore, il faut un render. Il faut un render. Voilà. Il dit qu'on va demander à R, plutôt que d'afficher les résultats ici, affiche-nous dans l'application, mais dans l'espace réservé, mais dans l'espace dont l'identifiant s'appelle tableau. D'accord? Donc on vient là et on va chercher, il y a plusieurs renders. Si c'est un graphique, c'est render plot. Si c'est un tableau, c'est render table. Et il y a beaucoup. Donc nous, on va utiliser un render particulier, mais un render qui marche avec les DT output à un render qui est particulier, qui est render DT. Si on utilise un autre render, ça ne marchera pas. Donc là, on vient, on enveloppe la fonction de lecture dans le render, de sorte que elle va rendre le tableau, plutôt que de l'afficher ici, va le rendre maintenant dans l'espace, dans la partie principale, dont le identifiant qui permet de réserver l'espace s'appelle tableau. Une fois que c'est fait, on peut maintenant essayer de ouvrir l'application pour voir s'il n'y a pas d'erreur en cliquant sur le bouton Run App. Ok, donc vous voyez toujours qu'il y a un marqueur là qui est là, un marqueur rouge qui génère une erreur. Mais on va voir quand même si la prévision s'exécute. Ici, vous voyez que normalement, on a mis le. Je reviens sur l'application, sur notre code. On a mis ici, on a décidé d'afficher le tableau dans l'espace principal qui est le dashboard body. Mais là, puisque le tableau, le fichier n'est pas encore importé, donc l'espace est vide. Donc là, il faut qu'on réserve avant de pouvoir. Quand on veut construire une maison, il faut d'abord acheter un terrain avant de pouvoir construire la maison. C'est pareil ici. Donc là, c'est comme si on avait acheté le terrain. Et maintenant, pour bâtir la maison, on n'a pas encore le moyen, donc le terrain reste vide. D'accord? Donc une fois qu'on a les moyens, on bâtit la maison sur le terrain. Donc ici, on va maintenant retourner dans l'application. On va essayer d'ouvrir notre navigateur de fichiers. Je vais retrouver un tableau qui était dans qu'on a affiché dans R. Regarde. Quoi, c'était DB, un truc comme ça.
Oh là, pourquoi est-ce que je ne retrouve pas? Bon, je vais chercher manuellement. Oh là. Je ne me rappelle pas du nom, mais je pense que c'est ça le nom. Bon, si on ne le retrouve pas, on va prendre notre tableau. Peut-être qu'il n'était pas ici dans l'emplacement, je ne sais pas. C'est pas grave, on va prendre ce tableau-là. On va prendre ça, au fichier Excel. On va ouvrir pour voir ce que ça va donner. Bien voilà. Vous voyez qu'on a notre tableau qui est maintenant affiché. C'est un tableau minimaliste. Voilà. Simplement, rien qu'avec ce qu'on a fait, on peut trier. Vous voyez. Les deux passent en haut, ensuite les 1 passent en bas. Maintenant, on peut trier les années. Voilà. Du plus petit au plus grand. Ou encore du plus grand au plus petit. Ici, pareil aussi. Donc là, on voit qu'on a une page. Si c'est une page, on a deux pages. Mais qui ici, une seule page nous est présentée. On peut avoir accès à la deuxième page. On clique sur 2. Voilà, on a la deuxième partie du tableau. Donc, on a bien parti. Donc, le tableau contient, on va dire 12 lignes. Donc, on a 12 lignes qui sont là. Donc, si on veut avoir tout le tableau en un coup, on va sélectionner peut-être 25. Voilà, là, on a une seule page. C'est-à-dire que là, maintenant, on a les 12, on a les 12, on a les 12 lignes. Mais par contre, si on prend 10, on aura 10 pour la première page et puis les deux autres iront sur la deuxième page. Voilà, voilà un peu. Donc, avec ça, on peut déjà chercher dans notre tableau. On peut chercher peut-être 2008 ou bien Alliance. Alliance par exemple. Alliance. Bon, là, comme il y a Alliance partout, c'est compliqué. Donc, on va chercher peut-être 2008. Voilà, donc là, on a un outil qui nous permet de faire une recherche interactive. Donc, on a Alliance, on a l'année 2008. Voilà, on a des informations. Voilà, quoi. Donc là, on fait ça. On revient à la case départ. On reprend encore notre tableau. On clique sur le même bouton. On prend le tableau pour voir ce que ça va donner. Bon, d'accord, je vais changer de, je vais changer de répertoire. Donc, je vais prendre un fichier CSV. Voilà, un fichier CSV avec plusieurs valeurs, plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Voilà, donc on voit qu'on a 62 pages. On a 62 pages. Est-ce qu'on a une page, deux pages, trois pages, etc. On a plusieurs pages en fait. Voilà, donc on peut déjà avec cette petite application qu'on a conçue, on peut importer un fichier ici, le visualiser de façon plus attrayante, le trier les